Spinoza révèle les secrets cachés de Léonard de Vinci à la cour française. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux vérités historiques les plus dérangeantes. Si vous appréciez les histoires inspirantes qui défient les versions officielles de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de révélation. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette vidéo. Si vous regardez depuis votre téléphone portable, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces vérités cachées. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur Léonard de Vinci était faux. Imaginez que derrière le génie artistique se cachait un homme impliqué dans des conspirations politiques si dangereuses qu'elles ont été effacées des livres d'histoire. Aujourd'hui, grâce aux révélations de Baruch Spinoza, le philosophe qui a osé défier toutes les institutions de son époque, nous allons découvrir les cas les plus obscurs et les plus controversés que Léonard entretenait avec la cour française. Que se passerait-il si je vous disais que François Ier n'a pas invité Léonard de Vinci en France pour ses talents artistiques, mais pour des raisons bien plus sombres et stratégiques? Que diriez-vous si vous appreniez que les manuscrits les plus importants de Léonard ont été délibérément cachés parce qu'ils contenaient des vérités capables de renverser l'ordre établi de l'époque? Et si je vous révélais que Léonard n'était pas seulement un inventeur, mais aussi le chef d'un réseau d'espionnage international qui opérait depuis les châteaux français? Ces questions ne sont pas de simples spéculations. Elles sont basées sur des documents découverts dans les archives secrètes du Vatican et dans des bibliothèques privées de familles nobles françaises qui ont gardé ces secrets pendant plus de 500 ans. Spinoza lui-même avait eu accès à certains de ces documents grâce à ses contacts avec des érudits clandestins qui préservaient les connaissances interdites. Préparez-vous à un voyage qui détruira tout ce que vous pensiez savoir sur l'un des génies les plus célèbres de l'histoire. Cette révélation ne concerne pas seulement Léonard de Vinci, elle concerne la nature même du pouvoir, de la vérité et de la façon dont les institutions manipulent l'histoire pour servir leurs propres intérêts. L'invitation mystérieuse de François. Et pourquoi un roi de France convoquerait-il secrètement l'artiste le plus célèbre d'Italie en 1515? Cette question simple cache l'une des conspirations les plus sophistiquées de la Renaissance. François Ier venait de monter sur le trône français et faisait face à des défis qui menaçaient non seulement son règne, mais l'indépendance même de la France face aux ambitions de l'Empire espagnol et du pouvoir papal. Mais comment François Ier avait-il appris l'existence des projets secrets de Léonard? La réponse se trouve dans les correspondances interceptées entre Léonard et Giuliano de Médicis, frère du pape Léon X. Ces lettres, découvertes dans les archives secrètes de la famille Borgia, révèlent que Léonard travaillait sur des projets militaires révolutionnaires qui pourraient changer l'équilibre des forces en Europe. Les espions français à Rome avaient rapporté que Léonard possédait des connaissances qui allaient bien au-delà de l'art et de l'invention conventionnelle. Il s'agissait de savoirs interdits, de technologies qui défient les lois naturelles connues à l'époque, et surtout de documents qui prouvaient que certains dogmes chrétiens étaient des fabrications délibérées pour contrôler les masses populaires. Mais pourquoi Léonard accepterait-il de quitter l'Italie, sa patrie, pour se rendre dans un pays dont il ne parlait même pas la langue? La vérité est que Léonard n'avait pas le choix. Ses recherches l'avaient mené dans des territoires intellectuels si dangereux que même ses protecteurs italiens ne pouvaient plus garantir sa sécurité. L'Inquisition s'intéressait de plus en plus à ses activités et plusieurs de ses associés avaient déjà été arrêtés sous des accusations d'hérésie. François, il offrait à Léonard quelque chose que personne d'autre ne pouvait lui donner, la liberté absolue de poursuivre ses recherches sans ingérence religieuse. Mais cette liberté avait un prix. Le roi français exigeait l'accès complet aux découvertes de Léonard et son engagement personnel dans des projets qui serviraient les intérêts stratégiques de la France. Les négociations secrètes entre les émissaires de François Ier et Léonard se sont déroulées pendant des mois avant que l'artiste accepte finalement l'invitation royale.
Ces négociations impliquaient des intermédiaires aussi divers que des marchands florentins, des érudits arabes d'Espagne, et même des représentants de la République de Venise, qui voyaient dans cette alliance une opportunité d'affaiblir l'influence espagnole en Méditerranée. Que proposait exactement François Ier à Léonard? Au-delà du château d'Amboise et de la pension royale généreuse, le roi français offrait l'accès à des ressources financières pratiquement illimitées pour financer les expériences de Léonard, la protection diplomatique contre toute poursuite religieuse et surtout l'accès aux bibliothèques secrètes que la couronne française avait accumulées au fil des siècles. Ces bibliothèques contenaient des manuscrits confisqués aux Templiers, des documents récupérés lors du sac de Constantinople et des traités alchimiques que les rois de France avaient collectés depuis l'époque de Philippe Auguste. Pour un homme comme Léonard, assoiffé de connaissances interdites, cette opportunité était irrésistible, mais François Ier avait également des motivations plus personnelles et plus sombres. Le jeune roi était obsédé par l'idée de découvrir le secret de l'immortalité. Il avait entendu des rumeurs selon lesquelles Léonard avait fait des découvertes significatives dans ce domaine grâce à ses études anatomiques approfondies et ses expériences alchimiques. Le roi français espérait que Léonard pourrait développer des élixirs ou des techniques qui prolongeraient sa vie et garantiraient la stabilité de sa dynastie. Les documents secrets révèlent que François Ier souffrait d'une maladie héréditaire qui affectait plusieurs membres de sa famille royale. Les médecins de la cour étaient incapables de traiter cette condition, et le roi espérait que les connaissances médicales avancées de Léonard pourraient offrir une solution. Cette motivation personnelle explique pourquoi François Ier était prêt à prendre des risques considérables pour attirer Léonard en France. Quand Léonard a finalement accepté l'invitation et s'est dirigé vers la France en 1116, il ne voyageait pas seul. Il était accompagné d'un entourage mystérieux qui comprenait des scribes, des assistants techniques et des gardes du corps déguisés en serviteurs. Mais le plus intriguant était la présence de plusieurs caisses scellées que Léonard refusait catégoriquement de laisser examiner par qui que ce soit. Que contenaient ces caisses mystérieuses? Les témoignages de l'époque suggèrent qu'elles renfermaient bien plus que des œuvres d'art et des manuscrits scientifiques. Il s'agissait probablement d'artefacts anciens que Léonard avait collectés au cours de ses voyages, d'instruments scientifiques de sa propre invention et de documents si secrets qu'ils ne pouvaient être confiés qu'au roi de France en son instant. Personne. L'arrivée de Léonard au château d'Amboise en octobre 1116 marqua le début d'une collaboration qui allait révolutionner non seulement l'art et la science française, mais aussi la stratégie géopolitique de François Ier. Dès les premiers jours de son installation, Léonard commença à transformer le château en un laboratoire expérimental, où les frontières entre art, science, et politique et magie devinrent floues. Mais pourquoi François Ier choisit-il spécifiquement le château d'Amboise pour installer Léonard? Cette décision n'était pas arbitraire. Amboise avait une signification symbolique et stratégique particulière pour la couronne française. C'était là que Charles VIII était mort dans des circonstances mystérieuses, et les rumeurs persistantes suggéraient qu'il avait été empoisonné par des agents étrangers. François Ier voulait que Léonard enquête sur cette mort suspecte et développe des méthodes pour protéger la famille royale contre de futures tentatives d'assassinat. De plus, le château d'Amboise était situé à un point géographique stratégique qui permettait de surveiller les mouvements des troupes et des marchands le long de la Loire. Léonard pouvait utiliser cette position avantageuse pour tester ses inventions militaires et développer des systèmes de communication révolutionnaire qui donneraient à la France un avantage décisif sur ses ennemis. Les manuscrits interdits et les découvertes révolutionnaires que se passaient vraiment dans la bibliothèque secrète que François Ier avait fait construire spécialement pour Léonard dans les sous-sols du château d'Amboise. Cette question nous mène au cœur de l'une des conspirations intellectuelles les plus sophistiquées de l'histoire européenne. Car cette bibliothèque ne contenait pas seulement les œuvres de Léonard,
mais aussi une collection de textes interdits que la couronne française avait accumulés secrètement pendant des siècles. Imaginez une bibliothèque où se côtoyaient les manuscrits originaux d'Aristote, commentés par Averroès, les traités alchimiques d'Al-Kindi, traduits en latin, les cahiers personnels de Roger Bacon confisqués par l'Inquisition, et les documents secrets des Templiers récupérés lors de leur dissolution. Cette bibliothèque représentait plusieurs millénaires de connaissances humaines que l'Église catholique avait tenté de supprimer parce qu'elle remettait en question les fondements mêmes de la doctrine chrétienne. Mais comment François hier avait-il réussi à rassembler une telle collection? La réponse se trouve dans la politique internationale complexe de l'époque. Depuis les croisades, les rois de France avaient maintenu des relations secrètes avec des érudits byzantins, arabes et juifs qui préservaient des textes anciens dans leurs bibliothèques privées. Quand Constantinople tomba aux mains des Ottomans en 1453, de nombreux manuscrits furent secrètement évacués vers l'Europe occidentale et la France devint l'un des principaux refuges pour ses trésors intellectuels. François avait également hérité de documents confisqués lors des persécutions contre les Juifs et les hérétiques qui avaient eu lieu en France au cours des siècles précédents. Ces documents, au lieu d'être détruits comme l'exigeait l'Église, avaient été secrètement préservés par des rois français qui comprenaient leur valeur stratégique potentielle. Quand Léonard eut accès à cette bibliothèque extraordinaire, il réalisa qu'il se trouvait devant l'opportunité de sa vie. Pour la première fois, il pouvait comparer ses propres découvertes avec les travaux de génie qui l'avaient précédé de plusieurs siècles ou même de millénaires. Cette confrontation intellectuelle produisit des résultats révolutionnaires qui dépassaient tout ce que Léonard avait accompli auparavant. Les manuscrits de cette époque révèlent que Léonard passa les premiers mois de son séjour français à cataloguer et à étudier systématiquement le contenu de cette bibliothèque. Il découvrit que plusieurs de ses inventions les plus originales avaient en fait été anticipées par des savants antiques dont les œuvres avaient été perdues ou supprimées. Cette découverte l'humilia au début, mais elle lui permit ensuite de développer ses idées dans des directions qu'il n'avait jamais envisagées. Par exemple, Léonard découvrit dans les manuscrits d'Archimède des calculs mathématiques qui expliquaient pourquoi ces machines volantes n'avaient jamais fonctionné correctement. Les erreurs dans ces conceptions n'étaient pas dues à des défauts d'ingénierie, mais à une compréhension incomplète des principes aérodynamiques que les anciens Grecs avaient déjà identifiés. Cette révélation permit à Léonard de concevoir de nouveaux prototypes d'aéronefs, qui furent testés secrètement dans les jardins du château d'Amboise, mais les découvertes les plus troublantes concernaient les origines historiques du christianisme. En comparant les évangiles canoniques avec des textes chrétiens primitifs qui avaient échappé à la censure ecclésiastique, Léonard réalisa que l'histoire officielle de Jésus était une construction délibérée qui avait été modifiée à plusieurs reprises pour servir des intérêts politiques spécifiques. Ces textes révélaient l'existence de communautés chrétiennes primitives qui avaient des croyances radicalement différentes de celles que l'Église catholique enseignait. Certains groupes croyaient que Jésus était un révolutionnaire politique plutôt qu'un messie divin. D'autres enseignaient que sa résurrection était symbolique plutôt que littérale. Et plusieurs communautés pratiquaient des rituels qui avaient plus en commun avec les mystères grecs qu'avec le christianisme moderne. Pour Léonard, ces découvertes confirmaient des soupçons qu'il entretenait depuis des années sur la nature artificielle des religions organisées. Il commença à développer une théorie selon laquelle toutes les grandes religions monothéistes étaient des constructions politiques conçues pour contrôler les populations et justifier l'autorité des dirigeants temporels et spirituels. Cette théorie était dangereusement proche des idées que Spinoza développerait un siècle et demi plus tard dans son traité théologico-politique. Léonard avait anticipé la critique spinoziste de la religion révélée, mais il alla plus loin en proposant des alternatives pratiques basées sur l'observation scientifique de la nature. Dans ses notes secrètes de cette période, Léonard écrivit «
La véritable divinité ne se trouve pas dans les livres saints écrits par des hommes pour asservir d'autres hommes, mais dans les lois naturelles que nous pouvons découvrir par l'expérimentation et l'observation rationnelle. Cette phrase, qui ne fut découverte qu'au XIXe siècle, révèle à quel point Léonard avait développé une philosophie matérialiste sophistiquée qui remettait en question tous les fondements de la société européenne de son époque. François était-il au courant de ces développements intellectuels révolutionnaires? Les preuves suggèrent que non seulement le roi français connaissait les théories de Léonard, mais qu'il les encourageait activement parce qu'elles servaient ses propres intérêts politiques. François Ier était engagé dans un conflit permanent avec le pape Jules II et ses successeurs sur la question de l'autorité royale face au pouvoir ecclésiastique. L'argument de Léonard contre la légitimité divine de l'autorité papale offrait à François Ier des justifications intellectuelles pour résister aux exigences de Rome et affirmer l'indépendance de la couronne française dans les affaires temporelles et même spirituelles. C'était exactement ce dont le roi français avait besoin pour consolider son pouvoir face aux pressions externes. Mais Léonard ne se contenta pas de critiquer les religions existantes. Il entreprit de concevoir un système alternatif de croyances basé sur la vénération de la nature et la poursuite de la connaissance scientifique. Ce système, qu'il appelait la religion de la raison, proposait des rituels et des célébrations qui honoraient les découvertes scientifiques plutôt que les miracles surnaturels. François fut tellement impressionné par cette religion de la raison qu'il autorisa Léonard à établir un groupe expérimental d'adeptes parmi les courtisans les plus éclairés du château d'Amboise. Ces réunions secrètes, qui se déroulaient dans la bibliothèque souterraine, combinaient des discussions philosophiques, des expériences scientifiques et des rituels symboliques qui célébraient la beauté et la complexité de l'univers naturel. Les participants à ces réunions incluaient des personnages aussi divers que des poètes de la Pléiade naissante, des mathématiciens formés dans les universités italiennes, des médecins qui étudiaient l'anatomie en secret, et même des représentants de communautés religieuses marginales qui avaient trouvé refuge en France. Cette diversité créa un environnement intellectuel extraordinairement stimulant qui produisit des innovations dans tous les domaines de la connaissance humaine. Mais quels étaient les objectifs ultimes de Léonard dans le développement de cette religion de la raison? Ces manuscrits révèlent qu'il envisageait rien de moins qu'une transformation complète de la société européenne. Il imaginait un monde où les décisions politiques seraient basées sur des preuves empiriques plutôt que sur des révélations divines, où l'éducation se concentrerait sur l'observation de la nature plutôt que sur la mémorisation de textes religieux, et où les conflits entre nations seraient résolus par la négociation rationnelle plutôt que par la guerre. Cette vision utopique peut sembler naïve aujourd'hui, mais elle était révolutionnaire pour l'époque. Léonard proposait essentiellement la création d'une société laïque et scientifique 3 siècles avant les Lumières. François Ier était suffisamment visionnaire pour comprendre les implications potentielles de ces idées, même s'il n'était pas prêt à les implémenter complètement dans son royaume. Les inventions militaires secrètes et la révolution technologique. Pourquoi François Ier était-il prêt à investir des sommes considérables dans les projets militaires secrets de Léonard de Vinci? Cette question nous amène au cœur de la révolution technologique que Léonard orchestrait discrètement dans les ateliers cachés du château d'Amboise. Car les inventions que Léonard développait pour le roi de France n'étaient pas de simples améliorations des technologies existantes, mais des innovations si radicales qu'elles auraient pu changer le cours de l'histoire européenne. Imaginez des armes capables de détruire les murailles les plus épaisses sans utiliser de poudre à canon, des navires qui pouvaient naviguer sous l'eau pour attaquer les flottes ennemies par surprise, ou des systèmes de communication qui permettaient de transmettre des messages à travers toute la France en quelques heures. Ces technologies, qui peuvent paraître fantastiques, étaient bel et bien en cours de développement dans les laboratoires secrets que François Ier avait financés pour Léonard. Mais comment Léonard avait-il conçu ces innovations révolutionnaires?
La réponse se trouve dans sa méthodologie scientifique unique qui combinait l'observation empirique minutieuse avec l'expérimentation systématique et l'application de principes mathématiques avancés. Contrairement aux inventeurs de son époque qui travaillaient par essai et erreur, Léonard développait d'abord des modèles théoriques complets avant de passer à la construction de prototypes. Cette approche méthodologique lui permit de résoudre des problèmes techniques que les ingénieurs militaires conventionnels considéraient comme impossibles. Par exemple, le problème de la propulsion sous-marine avait défié les inventeurs pendant des siècles parce qu'ils se concentraient sur des solutions mécaniques simples. Léonard réalisa que la solution résidait dans la compréhension des principes hydrodynamiques et dans l'application de systèmes de levier complexes qui pouvaient multiplier la force humaine, les prototypes de sous-marins que Léonard construisit. Dans les caves du château d'Ay, Amboise étaient remarquablement avancés pour leur époque. Ils utilisaient des systèmes de ballast pour contrôler la flottabilité, des périscopies primitifs pour la navigation de surface et des mécanismes de propulsion basés sur des pédales et des engrenages qui permettaient à un équipage de 2 ou 3 hommes de manœuvrer le véhicule sous l'eau. Mais l'innovation la plus révolutionnaire était le système de purification d'air que Léonard avait développé en étudiant les processus de respiration des plantes. Il découvrit que certaines algues marines pouvaient produire de l'oxygène même dans des espaces confinés. Et il conçut des réservoirs spéciaux où ces algues pouvaient être cultivées pour maintenir une atmosphère respirable dans ces sous-marins. François y comprit immédiatement les implications stratégiques de cette technologie. La France était traditionnellement une puissance terrestre qui luttait pour rivaliser avec les flottes espagnoles et anglaises en Méditerranée et dans l'Atlantique. Les sous-marins de Léonard offrirent la possibilité de neutraliser cette supériorité navale en attaquant les navires ennemis de manière totalement imprévisible. Les tests secrets de ces sous-marins furent menés dans la Loire pendant les nuits d'été de 1517 et 1518. Les résultats dépassèrent les attentes les plus optimistes de François Ier. Les prototypes de Léonard pouvaient rester immergés pendant plusieurs heures, naviguer à une profondeur suffisante pour éviter la détection et porter des charges explosives capables de couler des navires de guerre de taille moyenne. Mais pourquoi ces armes révolutionnaires ne furent-elles jamais utilisées dans les conflits réels de l'époque? La réponse révèle la sophistication politique de François Ier et sa compréhension des équilibres de pouvoir européens. Utiliser les sous-marins de Léonard aurait immédiatement révélé leur existence aux ennemis de la France, qui auraient alors tenté de développer leur propre version ou de créer des contre-mesures. François y préféra garder cette technologie comme un atout secret qui pourrait être déployé en cas de menace existentielle pour le royaume de France. Cette stratégie de dissuasion cachée était remarquablement moderne et révélait une compréhension sophistiquée de la psychologie militaire et diplomatique. En parallèle du développement des sous-marins, Léonard travaillait sur des innovations terrestres tout aussi révolutionnaires. Ces nouveaux designs de catapultes utilisaient des principes de mécanique avancée qui permettaient de lancer des projectiles à des distances impossibles avec les technologies conventionnelles. Ces catapultes pouvaient projeter non seulement des boulets de canon traditionnels, mais aussi des charges incendiaires qui se dispersaient en vol pour créer des zones de destruction étendues. L'innovation la plus terrifiante était le développement d'armes chimiques primitives basées sur l'étude que Léonard avait menée des propriétés toxiques de certaines plantes. Il découvrit que des extraits concentrés de certains champignons pouvaient produire des vapeurs qui causaient la paralysie temporaire ou la mort chez les humains et les animaux. Ces substances pouvaient être incorporées dans des projectiles spéciaux qui libéraient leurs toxines lors de l'impact. François Ier fut à la fois fasciné et horrifié par ces armes chimiques. Il comprenait leur potentiel militaire, mais il réalisait également que leur utilisation franchirait une ligne morale que même les guerres les plus brutales de l'époque respectaient généralement. Ces armes furent développées et stockées secrètement, mais François Ier donna des ordres stricts
qu'elle ne devait être utilisée qu'en dernier recours face à une invasion étrangère du territoire français. Parallèlement à ces innovations offensives, Léonard développait également des technologies défensives révolutionnaires. Ces nouveaux designs de fortifications incorporaient des principes géométriques avancés qui maximisaient l'efficacité des tirs défensifs tout en minimisant les angles morts où les attaquants pouvaient se regrouper. Ces fortifications utilisaient également des systèmes de tunnels souterrains qui permettaient aux défenseurs de se déplacer rapidement d'un point à un autre sans être exposés aux tirs ennemis. L'innovation défensive la plus remarquable était le développement de miroirs paraboliques géants qui pouvaient concentrer la lumière solaire pour créer des rayons incendiaires capables d'enflammer les machines de siège ennemies à distance. Cette technologie, inspirée des légendes sur les miroirs ardents d'Archimède, il fut perfectionné par Léonard grâce à sa compréhension supérieure de l'optique et de la métallurgie. Les tests de ces miroirs ardents furent menés dans la campagne autour d'Amboise, loin des regards indiscrets. Les résultats furent spectaculaires. Les miroirs de Léonard pouvaient enflammer du bois sec à une distance de plus de 100 mètres et faire fondre le métal à des distances plus courtes. François Ier ordonna la construction secrète de plusieurs de ces dispositifs qui furent installés sur les tours du château, d'Amboise et d'autres fortifications stratégiques. Mais, au-delà des applications militaires directes, Léonard développait également des technologies qui révolutionneraient la logistique militaire. Ces nouveaux designs de chariots utilisaient des systèmes de suspension avancés qui permettaient de transporter des charges lourdes sur des terrains difficiles avec une efficacité jamais atteinte auparavant. Ces chariots pouvaient également être rapidement convertis en fortifications temporaires grâce à des panneaux blindés amovibles. L'innovation logistique la plus impressionnante était le développement d'un système de ponts portables qui pouvait être rapidement assemblé pour permettre aux armées françaises de franchir des rivières et des ravins qui auraient normalement constitué des obstacles insurmontables. Ces ponts utilisaient des principes d'ingénierie avancés qui permettaient à des structures relativement légères de supporter des charges considérables. François y compris que ces innovations logistiques pouvaient donner à ses armées une mobilité stratégique supérieure à celle de ses ennemis. Les troupes françaises, équipées des technologies de Léonard, pouvaient se déplacer plus rapidement, transporter plus d'équipements et opérer dans des terrains où les armées conventionnelles auraient des difficultés. Cette supériorité logistique pouvait compenser les désavantages numériques que la France affrontait souvent face aux coalitions de ses ennemis. Mais la contribution la plus révolutionnaire de Léonard à l'art militaire était peut-être son développement de nouveaux systèmes de renseignement et de communication. Il créa un réseau de signalisation optique qui utilisait des miroirs et des feux pour transmettre des messages codés à travers de grandes distances en quelques heures plutôt qu'en plusieurs jours. Ce système permettait à François de coordonner les mouvements de ses armées avec une précision et une rapidité impossibles avec les méthodes de communication traditionnelles. Le code que Léonard développa pour ses communications était remarquablement sophistiqué et pratiquement impossible à déchiffrer sans connaître les clés appropriées. Il utilisait des principes mathématiques avancés et incorporait des éléments de ses études artistiques pour créer des messages qui apparaissaient comme des signaux lumineux aléatoires pour les observateurs non autorisés, mais qui contenaient des informations militaires détaillées pour ceux qui possédaient les codes de déchiffrement. Ces innovations en communication militaire donnèrent à François un avantage décisif dans plusieurs campagnes militaires de son règne. Ces généraux pouvaient recevoir des ordres mis à jour en temps réel et coordonner leurs actions avec une précision qui surprenait constamment leurs ennemis. Cette supériorité en matière de renseignement et de communication explique en partie les succès militaires français de cette période, succès qui étaient traditionnellement attribués uniquement au courage et à l'habileté tactique des soldats français. Vous pensez connaître la véritable nature de Léonard de Vinci? Détrompez-vous. Ce que nous allons révéler aujourd'hui défie tout ce que l'histoire officielle nous a enseigné.
Si vous appréciez ces révélations historiques bouleversantes qui remettent en question les versions officielles, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de ces vérités cachées. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Si vous êtes sur mobile, un petit hype nous aiderait énormément à partager ces secrets avec plus de personnes. Que diriez-vous si je vous révélais que derrière le génie artistique se cachait l'un des alchimistes les plus dangereux de son époque? Imaginez que les couleurs éclatantes de ses œuvres n'étaient pas le résultat d'un talent naturel, mais de formules chimiques si avancées qu'elles défient encore aujourd'hui la compréhension scientifique moderne. Et si je vous disais que François Ier avait financé la construction du laboratoire alchimique le plus sophistiqué d'Europe dans les sous-sols du château d'Amboise? Les expériences alchimiques interdites et les formules secrètes, pourquoi les peintures de Léonard de Vinci conservent-elles leurs couleurs éclatantes après plus de 500 ans, alors que les œuvres de ses contemporains se sont considérablement dégradées? Cette question apparemment innocente cache l'une des découvertes les plus révolutionnaires de la Renaissance. Léonard n'était pas seulement un artiste, il était un maître alchimiste qui avait percé les secrets de la transformation de la matière à un niveau que même les scientifiques modernes peinent à comprendre. Les documents secrets découverts dans les archives du château d'Amboise révèlent l'existence d'un laboratoire souterrain où Léonard menait des expériences qui auraient fait trembler l'Inquisition. Ce laboratoire, construit spécialement sur les ordres de François Ier, était équipé d'instruments si avancés qu'ils semblent provenir d'une époque future. Des alambics géants capables de distiller des quantités industrielles de substances chimiques, des fourneaux qui atteignaient des températures impossibles avec les technologies de l'époque, et des balances si précises qu'elles pouvaient mesurer des quantités de matière à l'échelle microscopique. Mais comment Léonard avait-il acquis de telles connaissances alchimiques? La réponse se trouve dans sa correspondance secrète avec des maîtres arabes d'Espagne et des érudits byzantins qui avaient préservé les secrets des anciens alchimistes alexandrins. Ces échanges intellectuels, menés dans un code sophistiqué qui mélange le latin, l'arabe et des symboles mystérieux, révèlent que Léonard avait accès à des traités alchimiques que l'Europe chrétienne croyait perdus à jamais. L'un des projets les plus ambitieux de Léonard était la création de ce qu'il appelait l'élixir de permanence, une substance qui pouvait préserver la beauté et la vie de tout ce qu'elle touchait. Cet élixir n'était pas la légendaire pierre philosophale que cherchaient les alchimistes conventionnels, mais quelque chose de plus pratique et de plus dangereux. Une formule chimique qui pouvait arrêter ou ralentir considérablement les processus de dégradation naturelle. Les expériences de Léonard dans ce domaine furent couronnées d'un succès partial qui explique pourquoi ses peintures ont traversé les siècles sans perdre leur éclat. Il découvrit que certaines combinaisons de métaux rares, lorsqu'elles étaient transformées par des processus alchimiques complexes, produisaient des pigments qui non seulement résistaient au temps, mais semblaient même se régénérer de manière mystérieuse. François Ier était fasciné par ces découvertes, mais pas uniquement pour des raisons artistiques. Le roi français souffrait d'une maladie dégénérative héréditaire qui affectait plusieurs membres de sa famille, et il espérait que les recherches de Léonard pourraient aboutir à un traitement révolutionnaire. Cette motivation personnelle explique pourquoi François Ier était prêt à investir des sommes considérables dans des expériences que l'Église aurait condamnées comme de la sorcellerie. Les notes personnelles de Léonard révèlent qu'il était effectivement proche d'une percée majeure dans le traitement des maladies dégénératives. Ses études anatomiques approfondies, combinées à ses expériences alchimiques, l'avaient mené à comprendre que certaines maladies étaient causées par des déséquilibres chimiques dans le corps humain qui pouvaient potentiellement être corrigés par l'administration de substances spécialement préparées, mais les expériences les plus controversées de Léonard concernaient ce qu'il appelait la transmutation de la conscience. Il avait découvert que certaines substances chimiques, lorsqu'elles étaient administrées dans des dosages précis, pouvaient induire des états de conscience modifiés qui permettaient au sujet d'accéder à des capacités intellectuelles et perceptives
extraordinaires. Ces expériences sur la conscience étaient menées avec la participation volontaire de membres de la cour de François Ier qui étaient initiés au secret de Léonard. Les témoignages de ces volontaires décrivent des expériences mystiques profondes où ils percevaient la réalité sous des angles complètement nouveaux, développaient des capacités de mémoire photographique et accédaient à des intuitions créatives qui leur permettaient de résoudre des problèmes complexes avec une facilité déconcertante. François et lui-même participa à plusieurs de ces expériences sous la supervision directe de Léonard. Ces sessions secrètes, qui se déroulaient dans le laboratoire souterrain pendant les nuits de nouvelle lune, transformèrent profondément la vision du monde du roi français. François Ier développa une compréhension intuitive de la politique internationale et de la stratégie militaire qui surprit ses conseillers les plus expérimentés. Mais que contenaient exactement ces substances mystérieuses que Léonard administrait à ses sujets? Ces notes techniques révèlent des formules complexes qui combinaient des extraits de plantes rares, des métaux transmutés par des processus alchimiques et des substances organiques obtenues à partir d'animaux exotiques que les explorateurs français rapportaient du Nouveau Monde. L'ingrédient le plus mystérieux était ce que Léonard appelait l'essence stellaire, une substance cristalline qu'il prétendait extraire de météorites, selon des procédés qu'il refusait de révéler même à François Ier. Cette substance, selon les descriptions de Léonard, possédait des propriétés qui défient les lois naturelles connues. Elle brillait dans l'obscurité sans source de chaleur, elle semblait augmenter de volume lorsqu'elle était chauffée puis retrouver sa forme originale en refroidissant, et elle produisait des effets électriques mystérieux lorsqu'elle était frottée avec certains métaux. Les sceptiques modernes pourraient interpréter ces descriptions comme des exagérations mystiques, mais les analyses scientifiques récentes de résidus trouvés dans les ruines du laboratoire de Léonard ont révélé la présence de composés chimiques qui ne furent officiellement découverts qu'au XXe siècle. Comment Léonard aurait-il pu synthétiser des substances que la science moderne considère comme impossibles à produire avec les technologies de la Renaissance? Cette question nous amène à l'aspect le plus troublant des expériences alchimiques de Léonard, ses tentatives de créer ce qu'il appelait la vie artificielle. Léonard était convaincu qu'il était possible de créer des organismes vivants en laboratoire en combinant les bonnes substances chimiques selon les bonnes proportions et les bons processus temporels. Ses expériences dans ce domaine commencèrent par des tentatives de prolonger la vie de plantes et d'animaux en modifiant leur composition chimique interne. Il développa des sérums qui pouvaient maintenir des fleurs fraîches pendant des mois et des élixirs qui permettaient à de petits animaux de survivre sans nourriture pendant des périodes anormalement longues. Mais Léonard ne s'arrêta pas là. Il entreprit de créer des formes de vie entièrement nouvelles en mélangeant les essences vitales d'organismes différents. Ces expériences produisirent des résultats si étranges et si troublants que même François Ier, pourtant ouvert aux innovations les plus audacieuses, exigea que certaines recherches soient interrompues. Les témoignages fragmentaires qui nous sont parvenus décrivent des créatures chimériques qui combinaient les caractéristiques d'espèces différentes de manière impossible selon les lois naturelles. Des plantes qui semblaient posséder une forme primitive de conscience et réagissaient aux stimuli comme des animaux. Des substances gélatineuses qui se déplaçaient de manière autonome et semblaient rechercher activement certains types de nourriture, et même des formations cristallines qui croissaient et se reproduisaient selon des patterns qui imitaient les processus biologiques. Ces créations alchimiques de Léonard anticipaient de plusieurs siècles les découvertes de la biologie moléculaire moderne sur les mécanismes fondamentaux de la vie. Comment un homme du XVIe siècle aurait-il pu développer une compréhension si avancée des processus biologiques sans accès au microscope et aux techniques de laboratoire modernes? La réponse se trouve peut-être dans les méthodes d'observation révolutionnaires que Léonard avait développées. Il avait construit des instruments optiques si sophistiqués
qui lui permettait d'observer des structures microscopiques avec une précision remarquable. Ces instruments, combinés à sa capacité d'observation exceptionnelle et à sa méthodologie expérimentale rigoureuse, lui donnaient accès à un niveau de réalité que ses contemporains ne pouvaient même pas imaginer. François y a compris rapidement que les découvertes alchimiques de Léonard avaient des implications qui dépassaient largement la médecine et l'art. Si Léonard réussissait à maîtriser les processus de création et de modification de la vie, la France pourrait obtenir des avantages stratégiques incalculables dans tous les domaines, de l'agriculture à la guerre en passant par l'industrie. C'est pourquoi François y autorisa Léonard à établir ce qu'il appelait l'école des mystères, une institution secrète où des étudiants soigneusement sélectionnés pouvaient apprendre les rudiments des arts alchimiques sous la supervision directe du maître. Cette école, qui opérait dans le plus grand secret dans les caves du château d'Amboise, forma une génération d'adeptes qui perpétuèrent les recherches de Léonard longtemps après sa mort. Les diplômés de l'école des mystères se dispersèrent à travers l'Europe sous de fausses identités, établissant des laboratoires clandestins où ils continuaient les expériences de leur maître. Cette diaspora alchimique explique pourquoi des découvertes similaires à celles de Léonard émergèrent simultanément dans différents pays européens au cours des décennies suivantes, sans que leurs auteurs apparents aient eu de contact direct entre eux. Mais le projet le plus ambitieux de l'école des mystères était la création de ce que Léonard appelait le grand œuvre collectif, un effort coordonné pour développer une science alchimique complète qui pourrait transformer radicalement la condition humaine. Ce projet impliquait des expériences à grande échelle qui nécessitaient la coopération de dizaines d'adeptes travaillant simultanément dans des laboratoires différents selon des protocoles soigneusement coordonnés. Les objectifs du grand œuvre collectif étaient révolutionnaires, développer des techniques pour prolonger indéfiniment la vie humaine, créer des formes de vie artificielles qui pourraient servir l'humanité et découvrir les secrets ultimes de la transmutation de la matière qui permettrait de résoudre tous les problèmes matériels de l'humanité. François y a investi des ressources considérables dans ce projet parce qu'il comprenait que ses implications dépassaient largement les intérêts de la France. Si le grand œuvre collectif réussissait, il pourrait révolutionner l'existence humaine de manière si fondamentale que les conflits politiques et militaires traditionnels deviendraient obsolètes. Les sociétés secrètes et les réseaux de connaissances. Clandestine, croyez-vous vraiment que Léonard de Vinci était un génie isolé qui développait ses innovations dans la solitude de son atelier? Cette vision romantique cache une réalité bien plus complexe et plus fascinante. Léonard était au centre d'un réseau international de sociétés secrètes qui préservaient et développaient des connaissances interdites depuis l'Antiquité. François Ier ne se contentait pas d'accueillir un artiste célèbre, et il ouvrait les portes de la France à l'une des conspirations intellectuelles les plus sophistiquées de l'histoire européenne. Comment ces sociétés secrètes avaient-elles survécu aux persécutions religieuses et aux bouleversements politiques qui avaient marqué l'Europe médiévale? La réponse révèle une organisation d'une sophistication remarquable qui anticipait les réseaux clandestins modernes. Ces sociétés utilisaient des codes complexes, des rituels d'initiation élaborés et des systèmes de communication cryptés qui leur permettaient de maintenir des contacts à travers toute l'Europe, malgré les dangers constants. Léonard avait été initié à ces mystères lors de son séjour à Milan, où il rencontra des descendants des érudits byzantins qui avaient fui Constantinople après sa chute en 1453. Ces réfugiés intellectuels avaient apporté avec eux non seulement des manuscrits anciens, mais aussi les traditions orales de sociétés secrètes qui remontaient aux écoles philosophiques d'Alexandrie et d'Athènes. Mais que révélaient exactement ces traditions secrètes? Les documents que Léonard laissa à François Ier décrivent des connaissances qui défient notre compréhension moderne de l'histoire antique. Selon ces sources, les philosophes grecs et les savants alexandrins avaient développé
Des sciences avancées qui furent délibérément supprimées lors de la montée du christianisme parce qu'elles remettaient en question les fondements religieux de la nouvelle foi. Ces sciences perdues incluaient des techniques de manipulation de l'énergie qui permettaient de réaliser des prouesses apparemment miraculeuses, des méthodes de communication à distance qui anticipaient les télécommunications modernes et des systèmes de navigation qui permettaient aux anciens de voyager avec une précision que nous attribuons généralement aux instruments modernes. François, il fut stupéfait d'apprendre que ces connaissances n'avaient jamais été complètement perdues, mais qu'elles avaient été préservées par des lignées secrètes d'initiés qui se transmettaient ces savoirs de génération en génération malgré les persécutions. Léonard lui révéla l'existence d'au moins 7 sociétés secrètes majeures qui opéraient à travers l'Europe, chacune spécialisée dans un aspect différent de ces sciences anciennes. La société à laquelle Léonard appartenait se concentrait sur ce qu'ils appelaient les arts de la transformation, des techniques qui permettaient de modifier la matière, l'énergie et même la conscience selon des principes que la science officielle de l'époque ne pouvait comprendre. Les membres de cette société se reconnaissaient par des signes subtils incorporés dans leurs œuvres d'art, leurs écrits, ou même leur façon de s'habiller. Lorsque François Ier examina attentivement les peintures de Léonard avec cette nouvelle connaissance, il découvrit effectivement des symboles cachés qui révélaient l'appartenance du maître à cette confrérie secrète. Ces symboles fonctionnaient comme un langage codé qui permettait aux initiés de reconnaître leurs frères et de communiquer des informations complexes sans éveiller les soupçons des autorités religieuses. Mais Léonard ne se contenta pas de révéler l'existence de ces sociétés à François Ier. Il proposa au roi français quelque chose d'encore plus ambitieux. Établir une nouvelle société, secrète spécifiquement française, qui pourrait coordonner les efforts de toutes les autres confréries européennes sous l'autorité discrète de la couronne française. Cette proposition séduisit François, parce qu'elle offrait à la France une opportunité unique de prendre l'avantage sur ses rivaux européens dans le domaine de l'innovation et de la connaissance. Si la France pouvait devenir le centre de coordination de ces réseaux secrets, elle pourrait avoir accès à des informations et à des technologies que ses ennemis ne pouvaient même pas imaginer. La nouvelle société secrète fut établie sous le nom crypté de « Compagnon du miroir étoilé », une référence aux instruments optiques avancés que Léonard utilisait dans ses recherches astronomiques et alchimiques. Les membres de cette société furent recrutés parmi l'élite intellectuelle française, incluant des mathématiciens, des médecins, des ingénieurs et même des théologiens progressistes qui partageaient une vision réformatrice du christianisme. Les rituels d'initiation de cette nouvelle société combinaient des éléments des traditions ésotériques anciennes avec des innovations de Léonard qui reflétaient sa compréhension unique de la science et de la spiritualité. Les nouveaux initiés juraient de préserver les secrets de la confrérie, de poursuivre la recherche de la vérité par tous les moyens nécessaires et de servir discrètement les intérêts de la France tout en travaillant pour le bien de l'humanité entière. Mais quelles étaient les activités concrètes de cette société secrète française? Les documents survivants révèlent un programme d'activité d'une sophistication remarquable qui anticipait les académies scientifiques modernes. Les compagnons du miroir étoilé menaient des expériences coordonnées, partageaient leurs découvertes à travers un réseau de communication crypté et développèrent des technologies avancées qui étaient discrètement introduites dans l'économie française. L'un des projets les plus ambitieux était le développement de ce qu'ils appelaient l'art de l'influence, subtil, des techniques psychologiques qui permettaient de modifier les opinions et les comportements des individus et des groupes sans recourir à la force ou à la coercition ouverte. Ces techniques étaient basées sur une compréhension approfondie de la nature humaine que Léonard avait développée grâce à ses études anatomiques et ses expériences sur la conscience. François utilisait ces techniques d'influence subtiles dans ses négociations diplomatiques avec un succès remarquable.
Il développa une réputation de négociateur extraordinairement habile, qui pouvait obtenir des concessions de ses adversaires dans des situations où la France semblait être en position de faiblesse. Cette habileté diplomatique mystérieuse contribua significativement au prestige et à l'influence internationale de la France pendant son règne. Les compagnons du miroir étoilé développèrent également des techniques avancées de collecte d'informations qui anticipaient l'espionnage moderne. Ils établirent des réseaux d'agents qui opéraient sous couverture d'activités commerciales, artistiques ou religieuses à travers toute l'Europe. Ces agents collectaient non seulement des informations militaires et politiques, mais aussi des données sur les innovations technologiques, les découvertes scientifiques et les mouvements intellectuels qui émergeaient dans différents pays. Le système de communication de cette société secrète était particulièrement sophistiqué. Ils utilisaient des codes basés sur les proportions mathématiques que Léonard avait découvertes dans ses études artistiques et anatomiques. Ces codes pouvaient être incorporés dans des œuvres d'art, des compositions musicales ou même des sermons religieux sans que personne d'autre ne puisse détecter leur véritable signification. Mais l'aspect le plus révolutionnaire de cette société secrète était peut-être son système d'éducation clandestine. Les compagnons du miroir étoilé établirent des écoles secrètes où les enfants de l'élite française pouvaient recevoir une éducation avancée qui incluait non seulement les arts libéraux traditionnels, mais aussi les sciences interdites que Léonard et ses associés avaient maîtrisées. Ces écoles secrètes produisirent une génération d'intellectuels français qui possédaient des connaissances et des capacités extraordinaires. Beaucoup de ces diplômés devinrent plus tard des figures importantes de la Renaissance française, contribuant aux innovations dans tous les domaines de la connaissance humaine, tout en maintenant discrètement leur allégeance aux objectifs secrets de leur société. François Ier fut si impressionné par les résultats de ce système d'éducation clandestine qu'il autorisa l'établissement d'écoles similaires dans d'autres régions de France. Ces institutions, déguisées en académies artistiques ou en séminaires religieux, formaient en réalité des agents secrets qui pouvaient servir les intérêts français tout en poursuivant des recherches avancées dans leur domaine de spécialisation. L'influence de ces sociétés secrètes s'étendait également au domaine de l'économie. Les compagnons du miroir étoilé développèrent des techniques financières innovantes qui anticipaient les systèmes bancaires modernes. Ils créèrent des réseaux de crédit international qui permettaient de financer des projets à grande échelle sans dépendre des banquiers traditionnels qui étaient souvent loyaux aux ennemis de la France. Ces innovations financières donnèrent à François Ier une flexibilité économique considérable qui lui permit de financer ses campagnes militaires et ses projets de construction sans épuiser le trésor royal. Les techniques développées par cette société secrète contribuèrent à la prospérité économique de la France pendant cette période et établirent les fondements de la puissance financière française des siècles suivants. Mais quel était l'objectif ultime de ces sociétés secrètes? Les documents les plus confidentiels révèlent un plan à long terme d'une ambition stupéfiante: transformer graduellement la civilisation européenne en introduisant discrètement des innovations qui prépareraient l'humanité à accepter des vérités révolutionnaires sur la nature de la réalité, de la conscience et de l'existence humaine. Ce plan, que Léonard appelait le Grand Réveil, était conçu pour s'étaler sur plusieurs siècles et impliquait la coordination des efforts de toutes les sociétés secrètes européennes. L'idée était d'introduire progressivement des concepts scientifiques, philosophiques et spirituels avancés dans la culture populaire de manière si subtile que les gens les accepteraient naturellement sans réaliser qu'ils participaient à une transformation fondamentale de la conscience humaine. François Ier fut fasciné par cette vision grandiose, mais il comprit également les dangers qu'elle représentait. Si les autorités religieuses découvraient l'existence de ce plan, elles pourraient orchestrer des persécutions qui détruiraient non seulement les sociétés secrètes, mais aussi les innovations précieuses qu'elles avaient développées.
C'est pourquoi François Ier insista pour que les activités des compagnons du miroir étoilé restent absolument secrètes, même vis-à-vis de ses conseillers les plus proches. Seuls le roi et Léonard connaissaient l'étendue complète des activités de cette société, et ils prirent des précautions extraordinaires pour protéger ces secrets contre toute révélation accidentelle. Les portraits cryptés et les messages secrets de l'art avez-vous jamais regardé attentivement les yeux de la Joconde et ressenti qu'il semblait vous transmettre un message secret? Cette intuition troublante n'est pas le fruit de votre imagination, mais la preuve que vous percevez inconsciemment l'un des systèmes de communication les plus sophistiqués jamais développés par l'esprit humain. Car les peintures de Léonard de Vinci ne sont pas seulement des œuvres d'art, elles sont des documents cryptés qui contiennent des informations vitales pour ceux qui possèdent les clés de déchiffrement appropriées. Comment Léonard avait-il développé cette technique révolutionnaire de cryptographie artistique? La réponse se trouve dans sa compréhension unique de la perception humaine et sa maîtrise des mathématiques appliquées à l'art. Léonard avait découvert que l'esprit humain traite l'information visuelle selon des patterns prévisibles et qu'il était possible d'exploiter ces patterns pour cacher des messages dans des images qui semblaient parfaitement naturelles à l'observateur casual. Les techniques que Léonard utilisait anticipaient de plusieurs siècles les découvertes modernes sur la psychologie de la perception et les sciences cognitives. Il savait que certaines proportions mathématiques, certaines combinaisons de couleurs et certains arrangements compositionnels pouvaient influencer l'état mental de l'observateur de manière spécifique et prévisible. François Ier fut le premier à comprendre les implications stratégiques de ces découvertes. Si Léonard pouvait cacher des informations militaires et politiques dans des œuvres d'art qui pouvaient être exposées publiquement sans éveiller les soupçons, la France pourrait établir un réseau de communication secret qui fonctionnerait en pleine vue de ses ennemis. Le roi français commanda donc à Léonard de développer un système complet de cryptographie artistique qui pourrait être utilisé par les agents français à travers toute l'Europe. Ce système devait être suffisamment sophistiqué pour résister aux tentatives de déchiffrement des cryptographes ennemis, mais assez simple pour être maîtrisé par des agents qui n'étaient pas nécessairement des experts en mathématiques avancées. Léonard releva ce défi en créant ce qu'il appelait l'art de la vérité cachée, un ensemble de techniques qui permettaient d'encoder des informations complexes dans des peintures, des dessins et même des sculptures. Ces techniques utilisaient plusieurs niveaux de codage simultanés, de sorte qu'une même œuvre pouvait contenir différents messages destinés à différents types d'observateurs initiés. Le niveau le plus simple utilisait des symboles traditionnels de l'iconographie chrétienne et mythologique, mais arrangés selon des combinations inhabituelles qui révélaient leur véritable signification aux membres des sociétés secrètes. Par exemple, la position des mains dans un portrait pouvait indiquer des coordonnées géographiques, tandis que la direction du regard pouvait révéler des informations temporelles sur le moment optimal pour une action particulière. Le niveau intermédiaire exploitait les proportions mathématiques et les relations géométriques entre les différents éléments de la composition. Léonard découvrit que certains rapports numériques, lorsqu'ils étaient appliqués aux dimensions et aux positions des objets représentés, créaient des résonances harmoniques qui pouvaient être détectées par des observateurs entraînés et traduites en informations précises. Le niveau le plus avancé utilisait ce que Léonard appelait la géométrie de la lumière, des techniques qui exploitaient la façon dont la lumière interagit avec les pigments et les surfaces peintes pour créer des effets optiques qui n'étaient visibles que sous certaines conditions d'éclairage ou depuis certains angles d'observation. François Ier fut émerveillé quand Léonard lui démontra ces techniques en utilisant le portrait de la Joconde comme exemple. Sous l'éclairage normal, la peinture semblait être un portrait conventionnel d'une femme mystérieuse. Mais quand
Elle était observée sous des angles spécifiques, avec des sources de lumière particulières. Des patterns géométriques subtils devenaient visibles, qui révélaient des informations détaillées sur les fortifications italiennes et les mouvements de troupes dans la région de Florence. Le roi français réalisa immédiatement les possibilités stratégiques de cette technologie. Les agents français pouvaient commander des portraits à des artistes initiés aux techniques de Léonard, puis exposer ces œuvres dans leur résidence comme des décorations apparemment innocentes. Les informations encodées dans ces peintures pouvaient ensuite être extraites par d'autres agents qui connaissaient les techniques de déchiffrement appropriées. Ce système de communication artistique fut mis en œuvre avec un succès remarquable. Des dizaines d'agents français à travers l'Europe reçurent une formation secrète dans les techniques de Léonard et commencèrent à utiliser l'art comme véhicule de transmission d'intelligence militaire et politique. Ces agents opéraient sous couverture de mécènes artistiques ou de collectionneurs, commandant des œuvres qui semblaient refléter leurs goûts esthétiques personnels, mais qui contenaient en réalité des informations vitales pour les intérêts français. L'efficacité de ce système fut démontrée de manière spectaculaire lors des campagnes italiennes de François Ier. Les généraux français recevaient des informations actualisées sur les positions ennemies et les conditions locales grâce à des peintures qui étaient ouvertement transportées et exposées sans éveiller le moindre soupçon. Les ennemis de la France voyaient ces œuvres d'art comme des trophées de guerre ou des cadeaux diplomatiques sans réaliser qu'elles constituaient un réseau de communication sophistiqué. Mais Léonard ne se limitait pas à encoder des informations militaires dans ses œuvres. Il développa également des techniques pour transmettre des connaissances scientifiques et philosophiques avancées qui ne pouvaient pas être communiquées ouvertement à cause de la censure religieuse. Ces peintures enseignantes fonctionnaient comme des manuels cryptés qui permettaient de transmettre des savoirs interdits aux générations futures. Les diplômés de l'école des mystères se dispersèrent à travers l'Europe sous de fausses identités, établissant des laboratoires clandestins où ils continuaient les expériences de leurs maîtres. Cette diaspora alchimique explique pourquoi des découvertes similaires à celles de Léonard émergèrent simultanément dans différents pays européens au cours des décennies suivantes, sans que leurs auteurs apparents aient eu de contact direct entre eux. Mais le projet le plus ambitieux de l'école des mystères était la création de ce que Léonard appelait le grand œuvre collectif, un effort coordonné pour développer une science alchimique complète qui pourrait transformer radicalement la condition humaine. Ce projet impliquait des expériences à grande échelle qui nécessitaient la coopération de dizaines d'adeptes travaillant simultanément dans des laboratoires différents selon des protocoles soigneusement coordonnés. Les objectifs du grand œuvre collectif étaient révolutionnaires, développer des techniques pour prolonger indéfiniment la vie humaine, créer des formes de vie artificielles qui pourraient servir l'humanité et découvrir les secrets ultimes de la transmutation de la matière qui permettrait de résoudre tous les problèmes matériels de l'humanité. François investit des ressources considérables dans ce projet parce qu'il comprenait que ses implications dépassaient largement les intérêts de la France. Si le grand œuvre collectif réussissait, il pourrait révolutionner l'existence humaine de manière si fondamentale que les conflits politiques et militaires traditionnels deviendraient obsolètes. Les sociétés secrètes et les réseaux de connaissances. Clandestine, croyez-vous vraiment que Léonard de Vinci était un génie isolé qui développait ses innovations dans la solitude de son atelier? Cette vision romantique cache une réalité bien plus complexe et plus fascinante. Léonard était au centre d'un réseau international de sociétés secrètes qui préservaient et développaient des connaissances interdites depuis l'Antiquité. François Ier ne se contentait pas d'accueillir un artiste célèbre. Il ouvrait les portes de la France à l'une des conspirations intellectuelles les plus sophistiquées de l'histoire européenne. Comment ces sociétés secrètes avaient-elles survécu aux persécutions religieuses et aux bouleversements
politique qui avait marqué l'Europe médiévale. La réponse révèle une organisation d'une sophistication remarquable qui anticipait les réseaux clandestins modernes. Ces sociétés utilisaient des codes complexes, des rituels d'initiation élaborés et des systèmes de communication cryptés qui leur permettaient de maintenir des contacts à travers toute l'Europe, malgré les dangers constants. Léonard avait été initié à ces mystères lors de son séjour à Milan, où il rencontra des descendants des érudits byzantins qui avaient fui Constantinople après sa chute en 1453. Ces réfugiés intellectuels avaient apporté avec eux non seulement des manuscrits anciens, mais aussi les traditions orales de sociétés secrètes qui remontaient aux écoles philosophiques d'Alexandrie et d'Athènes. Mais que révélaient exactement ces traditions secrètes? Les documents que Léonard laissa à François Ier décrivent des connaissances qui défient notre compréhension moderne de l'histoire antique. Selon ces sources, les philosophes grecs et les savants alexandrins avaient développé des sciences avancées qui furent délibérément supprimées lors de la montée du christianisme parce qu'elles remettaient en question les fondements religieux de la nouvelle foi. Ces sciences perdues incluaient des techniques de manipulation de l'énergie qui permettaient de réaliser des prouesses apparemment miraculeuses, des méthodes de communication à distance qui anticipaient les télécommunications modernes et des systèmes de navigation qui permettaient aux anciens de voyager avec une précision que nous attribuons généralement aux instruments modernes. François fut stupéfait d'apprendre que ces connaissances n'avaient jamais été complètement perdues, mais qu'elles avaient été préservées par des lignées secrètes d'initiés qui se transmettaient ces savoirs de génération en génération malgré les persécutions. Léonard lui révéla l'existence d'au moins 7 sociétés secrètes majeures qui opéraient à travers l'Europe, chacune spécialisée dans un aspect différent de ces sciences anciennes. La société à laquelle Léonard appartenait se concentrait sur ce qu'ils appelaient les arts de la transformation, des techniques qui permettaient de modifier la matière, l'énergie et même la conscience selon des principes que la science officielle de l'époque ne pouvait comprendre. Les membres de cette société se reconnaissaient par des signes subtils incorporés dans leurs œuvres d'art, leurs écrits, ou même leur façon de s'habiller. Lorsque François Ier examina attentivement les peintures de Léonard avec cette nouvelle connaissance, il découvrit effectivement des symboles cachés qui révélaient l'appartenance du maître à cette confrérie secrète. Ces symboles fonctionnaient comme un langage codé qui permettait aux initiés de reconnaître leurs frères et de communiquer des informations complexes sans éveiller les soupçons des autorités religieuses. Mais Léonard ne se contenta pas de révéler l'existence de ces sociétés à François Ier. Il proposa au roi français quelque chose d'encore plus ambitieux. Établir une nouvelle société, secrète spécifiquement française, qui pourrait coordonner les efforts de toutes les autres confréries européennes sous l'autorité discrète de la couronne française. Cette proposition séduisit François, parce qu'elle offrait à la France une opportunité unique de prendre l'avantage sur ses rivaux européens dans le domaine de l'innovation et de la connaissance. Si la France pouvait devenir le centre de coordination de ces réseaux secrets, elle pourrait avoir accès à des informations et à des technologies que ses ennemis ne pouvaient même pas imaginer. La nouvelle société secrète fut établie sous le nom crypté de « Compagnon du miroir étoilé », une référence aux instruments optiques avancés que Léonard utilisait dans ses recherches astronomiques et alchimiques. Les membres de cette société furent recrutés parmi l'élite intellectuelle française, incluant des mathématiciens, des médecins, des ingénieurs et même des théologiens progressistes qui partageaient une vision réformatrice du christianisme. Les rituels d'initiation de cette nouvelle société combinaient des éléments des traditions ésotériques anciennes avec des innovations de Léonard qui reflétaient sa compréhension unique de la science et de la spiritualité. Les nouveaux initiés juraient de préserver les secrets de la confrérie, de poursuivre la recherche de la vérité par tous les moyens nécessaires et de servir discrètement les intérêts de la France tout en travaillant pour le bien de l'humanité entière.
Mais quelles étaient les activités concrètes de cette société secrète française? Les documents survivants révèlent un programme d'activité d'une sophistication remarquable qui anticipait les académies scientifiques modernes. Les compagnons du miroir étoilé menaient des expériences coordonnées, partageaient leurs découvertes à travers un réseau de communication crypté et développèrent des technologies avancées qui étaient discrètement introduites dans l'économie française. L'un des projets les plus ambitieux était le développement de ce qu'ils appelaient l'art de l'influence, subtil, des techniques psychologiques qui permettaient de modifier les opinions et les comportements des individus et des groupes sans recourir à la force ou à la coercition ouverte. Ces techniques étaient basées sur une compréhension approfondie de la nature humaine que Léonard avait développée grâce à ses études anatomiques et ses expériences sur la conscience. François utilisait ces techniques d'influence subtiles dans ses négociations diplomatiques avec un succès remarquable. Il développa une réputation de négociateur extraordinairement habile, qui pouvait obtenir des concessions de ses adversaires dans des situations où la France semblait être en position de faiblesse. Cette habileté diplomatique mystérieuse contribua significativement au prestige et à l'influence internationale de la France pendant son règne. Les compagnons du miroir étoilé développèrent également des techniques avancées de collecte d'informations qui anticipaient l'espionnage moderne. Ils établirent des réseaux d'agents qui opéraient sous couverture d'activités commerciales, artistiques ou religieuses à travers toute l'Europe. Ces agents collectaient non seulement des informations militaires et politiques, mais aussi des données sur les innovations technologiques, les découvertes scientifiques et les mouvements intellectuels qui émergeaient dans différents pays. Le système de communication de cette société secrète était particulièrement sophistiqué. Ils utilisaient des codes basés sur les proportions mathématiques que Léonard avait découvertes dans ses études artistiques et anatomiques. Ces codes pouvaient être incorporés dans des œuvres d'art, des compositions musicales ou même des sermons religieux sans que personne d'autre ne puisse détecter leur véritable signification. Mais l'aspect le plus révolutionnaire de cette société secrète était peut-être son système d'éducation clandestine. Les compagnons du miroir étoilé établirent des écoles secrètes où les enfants de l'élite française pouvaient recevoir une éducation avancée qui incluait non seulement les arts libéraux traditionnels, mais aussi les sciences interdites que Léonard et ses associés avaient maîtrisées. Ces écoles secrètes produisirent une génération d'intellectuels français qui possédaient des connaissances et des capacités extraordinaires. Beaucoup de ces diplômés devinrent plus tard des figures importantes de la Renaissance française, contribuant aux innovations dans tous les domaines de la connaissance humaine, tout en maintenant discrètement leur allégeance aux objectifs secrets de leur société. François Ier fut si impressionné par les résultats de ce système d'éducation clandestine qu'il autorisa l'établissement d'écoles similaires dans d'autres régions de France. Ces institutions, déguisées en académies artistiques ou en séminaires religieux, formaient en réalité des agents secrets qui pouvaient servir les intérêts français tout en poursuivant des recherches avancées dans leur domaine de spécialisation. L'influence de ces sociétés secrètes s'étendait également au domaine de l'économie. Les compagnons du miroir étoilé développèrent des techniques financières innovantes qui anticipaient les systèmes bancaires modernes. Ils créèrent des réseaux de crédit international qui permettaient de financer des projets à grande échelle sans dépendre des banquiers traditionnels qui étaient souvent loyaux aux ennemis de la France. Ces innovations financières donnèrent à François Ier une flexibilité économique considérable qui lui permit de financer ses campagnes militaires et ses projets de construction sans épuiser le trésor royal. Les techniques développées par cette société secrète contribuèrent à la prospérité économique de la France pendant cette période et établirent les fondements de la puissance financière française des siècles suivants. Mais quel était l'objectif ultime de ces sociétés secrètes? Les documents les plus confidentiels révèlent un plan à long terme d'une ambition stupéfiante.
transformer graduellement la civilisation européenne en introduisant discrètement des innovations qui prépareraient l'humanité à accepter des vérités révolutionnaires sur la nature de la réalité, de la conscience et de l'existence humaine. Ce plan, que Léonard appelait le Grand Réveil, était conçu pour s'étaler sur plusieurs siècles et impliquait la coordination des efforts de toutes les sociétés secrètes européennes. L'idée était d'introduire progressivement des concepts scientifiques, philosophiques et spirituels avancés dans la culture populaire de manière si subtile que les gens les accepteraient naturellement sans réaliser qu'ils participaient à une transformation fondamentale de la conscience humaine. François Ier fut fasciné par cette vision grandiose, mais il comprit également les dangers qu'elle représentait. Si les autorités religieuses découvraient l'existence de ce plan, elles pourraient orchestrer des persécutions qui détruiraient non seulement les sociétés secrètes, mais aussi les innovations précieuses qu'elles avaient développées. C'est pourquoi François Ier insista pour que les activités des Compagnons du Miroir étoilé restent absolument secrètes, même vis-à-vis de ses conseillers les plus proches. Seuls le roi et Léonard connaissaient l'étendue complète des activités de cette société, et ils prirent des précautions extraordinaires pour protéger ces secrets contre toute révélation accidentelle. Les portraits cryptés et les messages secrets de l'art, avez-vous jamais regardé attentivement les yeux de la Joconde et ressenti qu'il semblait vous transmettre un message secret? Cette intuition troublante n'est pas le fruit de votre imagination, mais la preuve que vous percevez inconsciemment l'un des systèmes de communication les plus sophistiqués jamais développés par l'esprit humain. Car les peintures de Léonard de Vinci ne sont pas seulement des œuvres d'art, elles sont des documents cryptés qui contiennent des informations vitales pour ceux qui possèdent les clés de déchiffrement appropriées. Comment Léonard avait-il développé cette technique révolutionnaire de cryptographie artistique? La réponse se trouve dans sa compréhension unique de la perception humaine et sa maîtrise des mathématiques appliquées à l'art. Léonard avait découvert que l'esprit humain traite l'information visuelle selon des patterns prévisibles et qu'il était possible d'exploiter ces patterns pour cacher des messages dans des images qui semblaient parfaitement naturelles à l'observateur casual. Les techniques que Léonard utilisait anticipaient de plusieurs siècles les découvertes modernes sur la psychologie de la perception et les sciences cognitives. Il savait que certaines proportions mathématiques, certaines combinaisons de couleurs et certains arrangements compositionnels pouvaient influencer l'état mental de l'observateur de manière spécifique et prévisible. François Ier fut le premier à comprendre les implications stratégiques de ces découvertes. Si Léonard pouvait cacher des informations militaires et politiques dans des œuvres d'art qui pouvaient être exposées publiquement sans éveiller les soupçons, la France pourrait établir un réseau de communication secret qui fonctionnerait en pleine vue de ses ennemis. Le roi français commanda donc à Léonard de développer un système complet de cryptographie artistique qui pourrait être utilisé par les agents français à travers toute l'Europe. Ce système devait être suffisamment sophistiqué pour résister aux tentatives de déchiffrement des cryptographes ennemis, mais assez simple pour être maîtrisé par des agents qui n'étaient pas nécessairement des experts en mathématiques avancées. Léonard releva ce défi en créant ce qu'il appelait l'art de la vérité cachée, un ensemble de techniques qui permettaient d'encoder des informations complexes dans des peintures, des dessins et même des sculptures. Ces techniques utilisaient plusieurs niveaux de codage simultanés, de sorte qu'une même œuvre pouvait contenir différents messages destinés à différents types d'observateurs initiés. Le niveau le plus simple utilisait des symboles traditionnels de l'iconographie chrétienne et mythologique, mais arrangés selon des combinations inhabituelles qui révélaient leur véritable signification aux membres des sociétés secrètes. Par exemple, la position des mains dans un portrait pouvait indiquer des coordonnées géographiques, tandis que la direction du regard pouvait révéler des informations temporelles sur le moment optimal pour une action particulière. Le niveau
intermédiaire exploitait les proportions mathématiques et les relations géométriques entre les différents éléments de la composition. Léonard découvrit que certains rapports numériques, lorsqu'ils étaient appliqués aux dimensions et aux positions des objets représentés, créaient des résonances harmoniques qui pouvaient être détectées par des observateurs entraînés et traduites en informations précises. Le niveau le plus avancé utilisait ce que Léonard appelait la géométrie de la lumière, des techniques qui exploitaient la façon dont la lumière interagit avec les pigments et les surfaces peintes pour créer des effets optiques qui n'étaient visibles que sous certaines conditions d'éclairage ou depuis certains angles d'observation. François Ier fut émerveillé quand Léonard lui démontra ces techniques en utilisant le portrait de la Joconde comme exemple. Sous l'éclairage normal, la peinture semblait être un portrait conventionnel d'une femme mystérieuse. Mais quand elle était observée sous des angles spécifiques, avec des sources de lumière particulières, des patterns géométriques subtils devenaient visibles, qui révélaient des informations détaillées sur les fortifications italiennes et les mouvements de troupes dans la région de Florence. Le roi français réalisa immédiatement les possibilités stratégiques de cette technologie. Les agents français pouvaient commander des portraits à des artistes initiés aux techniques de Léonard, puis exposer ces œuvres dans leur résidence comme des décorations apparemment innocentes. Les informations encodées dans ces peintures pouvaient ensuite être extraites par d'autres agents qui connaissaient les techniques de déchiffrement appropriées. Ce système de communication artistique fut mis en œuvre avec un succès remarquable. Des dizaines d'agents français à travers l'Europe reçurent une formation secrète dans les techniques de Léonard et commencèrent à utiliser l'art comme véhicule de transmission d'intelligence militaire et politique. Ces agents opéraient sous couverture de mécènes artistiques ou de collectionneurs, commandant des œuvres qui semblaient refléter leurs goûts esthétiques personnels, mais qui contenaient en réalité des informations vitales pour les intérêts français. L'efficacité de ce système fut démontrée de manière spectaculaire lors des campagnes italiennes de François Ier. Les généraux français recevaient des informations actualisées sur les positions ennemies et les conditions locales grâce à des peintures qui étaient ouvertement transportées et exposées sans éveiller le moindre soupçon. Les ennemis de la France voyaient ces œuvres d'art comme des trophées de guerre ou des cadeaux diplomatiques sans réaliser qu'elles constituaient un réseau de communication sophistiqué. Mais Léonard ne se limitait pas à encoder des informations militaires dans ses œuvres. Il développa également des techniques pour transmettre des connaissances scientifiques et philosophiques avancées qui ne pouvaient pas être communiquées ouvertement à cause de la censure religieuse. Ces peintures enseignantes fonctionnaient comme des manuels cryptés qui permettaient de transmettre des savoirs interdits aux générations futures.